Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Parlons franchement. Il y a quelques mois, son nom était inconnu sur la scène politique nationale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, puisqu'il a réussi le tour de force de se faire élire député d'Abbeville sous-préfecture, puis président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa, devant le PDCI et le RDR. Lui, c'est Martin Nando Mbolo. On le présentait aussi comme un pro-Babo et il a accepté d'être le directeur régional de campagne du candidat Alassane Ouattara dans l'Agnébi-Tiassa. D'aucuns parleront de trahison. A-t-il trahi? Nous en parlerons tout à l'heure. Mais je voudrais saluer l'importante délégation de têtes couronnées, de cadres et d'élus qui l'accompagnent ici dans ces studios. Je voudrais citer quelques-uns. Eba Sandé Martial, premier vice-président du conseil régional, Assoumou Baka Charles, Mbesso Roger Daniel, Madame Loko Nina, épouse Kanaté, M. Ngoran Andromi Thomas. J'ai vu également le président du conseil d'administration du LBTP, M. Biti Kokora, et l'ancien maire de Sikinsi, M. Abo Faustin. En tout cas, merci d'être venu donc soutenir votre président. Martin Mbolo, bonsoir. Bonsoir, M. Brouaka Pascal. Alors, vous êtes né en 1964 à Ofa, c'est dans la sous-préfecture d'Abbeville. Que pouvez-vous dire de plus pour que les Ivoiriens vous connaissent un peu mieux? Ben, je vous remercie, vous l'avez déjà dit, vous avez dit mon nom. Je suis Mbolo Nando Martin. Je suis né effectivement le 12 mars 1964 à Ofa, sous-préfecture d'Abbeville. Je suis titulaire d'un DUT en gestion commerciale à l'INSET d'Abidjan, maintenant INPHB. Aussi titulaire d'un Bachelor of Business Studies en Angleterre et enfin titulaire d'un MBA, Master of Business Administration en Angleterre, option finance internationale. Et pourquoi l'Angleterre et pas un autre pays après l'INSET? Pourquoi avoir choisi l'Angleterre? Tout simplement parce que j'ai toujours aimé cette langue, la langue de Shakespeare. Donc après ma formation à l'INSET d'Abidjan, j'ai eu l'opportunité de m'envoler, d'aller dans ce pays. Donc j'ai saisi cette opportunité et voilà pourquoi est-ce que je suis parti en Grande-Bretagne. Et puis en plus de cela, sachez que l'anglais c'est la langue la plus parlée au monde. Donc cela, j'ai pensé que cela pouvait me donner un avantage comparatif. Alors, vous parlez donc couramment anglais, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous étiez bien intégré dans ce pays, puisque vous étiez à la tête de deux sociétés. Oui. Un Africain à la tête de deux sociétés en Angleterre, ce n'est pas aisé. Comment vous vous êtes pris? Ben, ça n'a pas été facile, mais rien de beau dans ce monde est aussi facile. Pour avoir du mérite, il faut toujours faire ce qui n'est pas permis à la grande majorité. Nous avons commencé humblement, mon épouse et moi, en son temps en Grande-Bretagne. Je vous assure que nous avons parcouru les hôtels de la Grande-Bretagne pour distribuer les prospectus. Nous avons commencé dans un petit locage de près de 12 mètres carrés dans le West End de Londres. Et petit à petit, nous avons vu que les choses ont commencé à marcher avec la détermination, l'engagement, tout et tout. Et du coup, au bout d'une année, on a été obligé de délocaliser dans le même quartier, dans le West End de Londres, précisément à Edgware Road. Et nous avons pris trois bureaux dans le même quartier. Et de 5 employés, nous sommes arrivés à 25 employés au bout d'une année. Et la société a commencé à employer des infirmiers, des infirmières, des médecins, des aides-soignants que nous envoyons dans les structures privées de Londres, je veux dire précisément les hôpitaux privés de Londres. Ce sont deux sociétés donc, qui exercent dans le domaine médical. Les matériels médicaux. Dans le domaine médical, c'est la prestation de services médicaux. Nous faisons la prestation de services médicaux. Notre
clientèle est en grande partie, je dirais à 95%, du monde arabe, notamment le Koweït, le Qatar, Saoudi, UAE, qu'on appelle United Arab Emirates. Et récemment, on a la Libye et puis d'autres pays arabes, voilà, qui travaillent avec nous. Donc, les citoyens arabes qui arrivent à Londres pour leurs soins médicaux, nous avons donc le personnel médical que nous envoyons dans les hôpitaux privés de Londres pour s'occuper de ces malades-là. C'est ce qu'on appelle special, donc voilà, one-to-one, et aussi dans leur domicile pour les soins, les mêmes soins médicaux. Donc nous avons atteint aujourd'hui autour de 250 employés. Et ces deux sociétés existent toujours? Tout à fait. En Grande-Bretagne? Tout à fait. Et à la tête de ces deux sociétés, vous êtes distingué dans l'engagement aux côtés de vos parents. Tout à fait. Vous avez fait beaucoup de dons. Oui. C'est une façon de préparer le terrain pour votre retour? Oh, je ne dirais pas que c'est une façon de préparer le terrain pour mon retour. Je viens d'une famille assez modeste. Je n'ai jamais su qu'un jour Dieu pouvait me permettre d'avoir peut-être même une case à Abidjan. C'est vrai, tout le monde fait des études, mais ce n'est pas aussi évident. J'ai pu bénéficier de la grâce du Tout-Puissant. C'était pour moi une manière à moi de lui dire merci, de lui reconnaître cela et venir en aide à ses enfants, qui sont mes parents, précisément dans mon département et au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que nous avons fait. Donc vous ne vous limitez pas seulement à votre zone géographique, non. Vous êtes dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire? Tout à fait, nous avons fait des dons importants à l'hôpital militaire d'Abidjan, le centre de transfusion sanguine à Abidjan. Nous avons fait des dons importants à l'hôpital de Yopougon. Nous avons fait des dons aussi à l'Institut de cardiologie. Nous avons fait des dons au niveau de Korogo. Nous sommes allés jusqu'à Pegeka, dans le village de mon papa Fologo, et ainsi de suite. Je crois que nous avons parcouru un peu la Côte d'Ivoire avec nos moyens qui sont, je dirais, limités. Voilà. Avec des moyens limités, on ne peut pas faire tout ce travail. Là, vous avez beaucoup de moyens. Vous êtes trop modeste. Non, je ne dirais pas que j'ai beaucoup de moyens. Par rapport à beaucoup de personnes, je ne suis qu'un petit poisson dans cet océan-là. Alors, parlez-nous un peu de la Fondation Martin Bolo que vous avez créée en 2002. Oui. Ben, c'est une fondation que j'ai créée pour pouvoir véritablement prendre en compte les préoccupations de mes parents, surtout dans le domaine médical. Et cette fondation aussi, je l'ai créée pour pouvoir bénéficier d'allègements au niveau de la douane, puisque les équipements que nous envoyons pour mettre à disposition de nos parents, ce n'est pas pour exercer dans une activité commerciale, c'est tout simplement pour faire du social. Donc nous avons jugé bon et nécessaire de créer cette fondation que j'ai financée personnellement sans apport extérieur afin de mieux prendre en compte les besoins en matière médicale de nos parents. Et vous avez déjà posé des actions importantes avec cette fondation? Tout à fait. Dans le domaine, dans le département d'Agboville, c'est vrai, nous ne pouvons pas servir la cause de tout le monde, mais au niveau d'Agboville, nous avons pu équiper un certain nombre de centres de santé dans le département d'Agboville précisément, quelques dizaines de centres de santé, je dirais, on pourrait parler d'une trentaine de centres de santé. Et nous avons aussi contribué à la réhabilitation de ces centres de santé-là. Et en regardant votre CV, j'ai remarqué que vous avez été distingué à la tête de ces deux sociétés que vous évoquiez tantôt, oui. Parmi les meilleurs managers, 10 meilleurs managers en Grande-Bretagne. Tout à fait. Ouais. C'est une distinction qui nous a été donnée par une structure privée importante au niveau de l'Europe qu'on appelle Who is Who of Britain's Business Elite. Qui est qui dans le monde des affaires de la Grande-Bretagne, donc for the millennium, pour le millénaire. Voilà, donc ceux qui se sont illustrés de façon remarquable dans le monde des affaires en Grande-Bretagne. Cette année-là, nous étions parmi ces personnes-là.
Voilà. Alors, Martin Mbolo, quand on est dans sur une telle trajectoire, que tout semble vous réussir, alors comment peut-on se lever un matin, tout plaqué, en 2002, on dit « je rentre au pays ». Mais je rentre au pays parce que le tout n'est pas d'avoir le confort pour soi-même et seul. Quand on a le confort, quand on a bénéficié de la grâce du Tout-Puissant, je pense qu'il y a un moment où il faut dire il est temps de se mettre à la disposition de ses parents. C'est ça qui est important. Oui, mais déjà, étant en Grande-Bretagne, vous étiez à la disposition de vos parents. Oui, comment vous quittez pour venir, pour être encore plus proche? Tout à fait, oui, pour être la proximité, pour être plus proche. Et puis en plus de cela, ce que je voudrais ajouter, je suis un vrai Africain. J'adore mon pays. J'aime pas être à l'extérieur. Je suis ivoirien. Et en allant en Grande-Bretagne, c'était pour ma formation. Il y a eu des opportunités d'affaires que j'ai dû saisir. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut y rester pour de bon et en faire son pays de façon définitive. Comme on le dit toujours, le morceau de bois dans l'eau ne fait pas de lui un caillouement ni un poisson. Je ne serai jamais britannique, même si je devais prendre la nationalité. Il est important que je revienne chez moi, il est important que je sois auprès de mes parents et il est important que je sois utile à mes parents. Et ça, ce sont des valeurs qui me sont chères et c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer au pays. Et vous rentrez au pays en 2002, de 2002 jusqu'en 2010. Qu'a fait Martin Mbolo? J'ai contribué à ma manière à apporter mon soutien dans la crise qu'a connue notre pays, à apporter mon soutien à mes parents, pouvoir les assister. Donc pendant toute cette période, voilà, c'était une période assez critique, une période importante. Et je pense que ma venue au pays a été salutaire parce que cela m'a permis de pouvoir soutenir mes parents et de leur apporter le confort moral et par moments financier dont ils avaient besoin pendant cette période critique-là. Et vous avez basculé totalement en 2010 dans la politique? Basculer, bon... On dit basculer, vous y étiez déjà. Là, voilà, vous avez un mandat électif, donc vous basculez totalement. Bon, oui, tout à fait. Vous abandonnez, j'allais dire, le confort des affaires et tout ça pour voilà, la polémique, la politique. En fait, il y a une petite histoire derrière quelle tout est cette ça. Petite histoire? Pendant que j'aidais les parents, j'avais été confronté à beaucoup de difficultés avec les autorités politiques au niveau local. Des interdictions par-ci et là. Parce qu'ils vous voyaient venir. Oh, mais voir venir, bon, c'est ça le problème. Souvent c'est la provocation qui fait qu'on fait certaines choses qu'on n'a pas. On se rebelle en guillemets, voilà, c'est ça? Voilà. Alors, je vous dirais que mon intention n'était nullement pas de faire la politique. Je n'avais pas ça en tête, en toute sincérité. Puisque votre émission, c'est de parler franchement, en toute sincérité. Mon intention n'était pas de faire la politique. Mais j'ai été provoqué. J'ai été fouetté dans mon orgueil propre. Et donc, du coup... Vous êtes en train de nous dire que c'est ce que vous appelez la provocation qui vous a poussé à vous présenter. Oui, c'est la provocation et puis le fait que si je ne me présentais pas pour avoir le pouvoir, pour ne pas que demain on m'oppose des interdictions, vous n'avez pas le droit de ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela, aider les parents, il faut une autorisation. Ah, c'était trop compliqué. C'était trop compliqué. Donc les parents m'ont dit, mais petit, c'est nous qui donnons le pouvoir. Notre pouvoir, c'est nous, on va te le donner pour que tu puisses nous assister. Demain, il n'y aura plus d'interdiction. Donc voilà comment je suis arrivé à la politique. Alors qu'on vous présentait Martin Mbolo comme un proche de l'ancien pouvoir, de Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien a boycotté les élections législatives et vous levez un candidat indépendant, vous allez aux élections.
Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Alors, je ne sais pas quand vous dites proche, je ne sais pas ce que vous voulez dire par proche. Alors, quand vous dites proche, on vous dit, c'est ce qu'on a entendu. Si vous n'êtes pas, voilà. Bon, ce sont des rumeurs. Hein. Classons ça au titre des rumeurs, mais je ne pense pas. Je pense pas être proche de qui que ce soit. Je suis tout simplement proche de ma population. Je suis tout simplement proche de mes parents. Je suis venu pour servir mes parents. Je suis venu pour me mettre à la disposition de mes parents. En son temps, il y avait un président. C'était lui, le chef de l'État. C'était lui, le premier des Ivoiriens. Mais je ne pouvais pas me rebeller contre lui. Je ne pouvais pas. Donc, quand on dit proche, franchement, je ne comprends pas. Je ne sais pas quel sens on veut donner à cela, mais je n'ai jamais été proche de quelqu'un. Mais c'était le premier des Ivoiriens, c'était le chef de l'État. C'est tout à fait normal que je sois en phase avec lui. Très bien. Alors, parlons des élections auxquelles je faisais référence tantôt. Élections législatives d'abord, contre 10 autres candidats. Vous obtenez 70,89% des voix. Les élections ont été invalidées par la CEI, reprises, et vos parents remettent le couvert, 82,33%. C'est un véritable plébiscite, on peut dire ça comme ça. Oui, tout simplement parce que, en son temps, les parents ont jugé bon de choisir un de leurs fils que je suis, pour dire, bon, on va te mettre là parce que on pense que tu peux nous aider davantage. Ça a été le choix des parents. Plébiscite, bon, je ne sais pas. Mais ça a été le choix que les parents ont opéré en son temps. Est-ce que cela est lié au fait que j'ai été plus proche d'eux? C'est eux qui apprécient. Hein? Je ne pourrais pas, en toute sincérité, vous dire les motivations de ces choix-là. Même, c'est le cas. Les parents m'ont choisi. À un point A donné, ils ont dit, notre fils, c'est toi qu'on veut ici. Ils m'ont donné leur pouvoir. Voilà. Et quelques mois plus tard, ils renforcent ce pouvoir avec le conseil régional. Tout à fait. Que vous avez gagné, toujours en candidat indépendant, avec 48%. Tout à fait. Alors, cela, je crois que c'est un signal fort. Ça veut dire que les parents ne sont plus, comme on l'a toujours pensé, que les parents ne sont pas dupes. Les parents savent ce qui est bon pour eux et savent juger leurs enfants. Et je dirais que ça aussi, c'est un signal en quelque sorte à tous les gouvernants. Que les parents veulent que si tu veux notre voix, notre électorat, tu dois te mettre à notre disposition. Tu dois servir notre cause. C'est ça, c'est ce signal-là que les parents ont lancé. Et devant les partis politiques. Donc les parents ne se sont pas fiés aux partis politiques, mais ils ont dit non, c'est lui qui peut faire le travail. Monsieur le Président, dans certaines localités aussi, on a vu qu'il n'y a pas eu de candidat officiel du Front populaire ivoirien, mais il y a des personnalités qu'on connaissait assez proches du Front populaire ivoirien qui sont allés en candidat indépendant et qui ont gagné. Est-ce que le fait qu'on vous présente comme proche de l'ancien président ou proche du Front populaire ivoirien n'a pas compté dans cette élection? Non, nullement pas. Je vous l'ai dit déjà. Que cette notion de proche, franchement, je ne me reconnais pas dans ça. Le président Gbagbo était un président en son temps. C'était le président de tous les Ivoiriens. C'était normal que je suive ce qu'il fait. C'était normal. J'avais aucune raison de m'opposer au président en son temps. Alors, le fait que je sois élu député, avec un score aussi important, et que je sois élu président de région, ça n'a aucun rapport avec le fait que, vous le dites, je ne le dis pas, ce n'est pas ma position, que je sois proche du président Gbagbo, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement parce que j'ai fait preuve de réalisme. J'ai été aux côtés des parents. J'ai soutenu les parents avec mes maigres moyens.
c'était une appréciation de leur part. Tout simplement. À tort ou à raison, hein, la région d'Aboville est présentée comme une zone un peu rebelle au PDCI, un peu rebelle au RDR, c'est proche du FPI. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont des choses qu'on entend dire. Hein, oh, vous savez, les gens parlent toujours rebelle, rebelle. Bon, moi, je ne sais pas qui est rebelle, qui ne l'est pas. Mes parents, je ne dirais pas que mes parents d'Aboville, c'est-à-dire Krobou et Abé, sont rebelles. Non, ce n'est pas un peuple ou des peuples rebelles. C'est un peuple digne, un peuple qui sait ce qu'il veut. Alors, je dirais peut-être contestataire du pouvoir PDCI et RDR. Bon, peut-être qu'il y a une histoire. Je dis, bon, contestataire, tout ça, je ne pense pas. Les parents ont des problèmes. Ils veulent quelqu'un qui peut les aider. Mais faites preuve de réalisme et vous allez les avoir. Parce que les peuples Abé et Krobou, c'est des peuples francs, qui ne passent pas par le dos de la cuillère. Donc quand on dit c'est contestataire, ils sont ceci, ils sont cela, non, ce n'est pas des peuples hypocrites. Et on ne peut pas avancer dans l'hypocrisie. Ça aussi, il faut qu'on apprenne à le savoir. Donc c'est un peuple franc, qui dit ce qui est. Et comme généralement les gens n'aiment pas quand on leur dit la vérité, c'est ça le problème. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un peuple contestataire. Non. Et ça, je ne suis pas d'accord. Mais comme les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent, mais laissons-les parler. On ne vous connaît pas de parti politique hein, jusqu'à présent. Hein, on n'a pas dit que vous êtes membre d'un parti. On vous dit proche, et vous m'avez dit en préparant cette émission, vous êtes contre les chapelles politiques. Pourquoi? Non. Les chapelles politiques, ça fait partie de la démocratie? Non, mais M. Brouaka Pascal, depuis quand est-ce que je vous ai dit que je suis contre? Je respecte toutes les formations politiques. Mais vous refusez d'adhérer à un parti politique? Je ne refuse pas. C'est mon choix. J'ai tout simplement dit, je veux rester où je suis pour pouvoir m'exprimer. Mais dans les partis politiques, on s'exprime librement. Ah non, ce n'est pas la même chose, M. Brouaka Pascal. Ce n'est pas la même chose. Je suis désolé. Dans un parti politique, quand on parle de démocratie, la démocratie, ça ne veut pas dire unanimité. Je peux être contre, mais si la majorité dit oui, mais on me met dedans. Et c'est ça que je ne veux pas. C'est ça que je ne veux pas. Alors quand je suis dans mon coin... En restant dans votre coin, comme vous venez de le dire, comment pouvez-vous influencer les choses? Non, mais je peux influencer, même si ça ne change pas, demain ça va changer. Je peux, pourvu que je dise non, parce que ça ne sert pas les intérêts du peuple, c'est déjà suffisant. Mais l'histoire retiendra cela. Qu'au moins, il y a quelqu'un, un fils, qui a dit non, parce que c'était contre les intérêts du peuple. Pour moi, ça me suffit. Voilà. Donc, moi, c'est ma façon de voir les choses. Voilà. Mais sinon, je respecte toutes les formations politiques. Je n'ai rien contre. Vous avez dit, vous voulez servir vos parents. Quels sont les problèmes spécifiques de votre région? Mais les problèmes, vous les connaissez tous. Ce sont les mêmes problèmes qu'on trouve partout en Côte d'Ivoire. Problème de route, parce qu'on a plein de routes en terre. Problème d'eau potable, problème de centre de santé, problème d'école. C'est les mêmes problèmes qu'on trouve partout. Et en quoi votre présence, en quoi cette proximité a pu faire évoluer, bouger les choses dans un sens positif? Mais ma proximité, comme je vous l'ai dit, déjà, si j'arrive à apporter une aiguille à mes parents, de par ma proximité, c'est déjà un plus. Ce n'est pas un manque à gagner, c'est un plus. Et si chaque Ivoirien le faisait, mais il aura plus d'aiguilles. Vous comprenez? Ben voilà, donc ma proximité a apporté quelque chose à mes parents.
Voilà. Apporter quoi? Mais apporter beaucoup dans le domaine de la santé. On a pu équiper quand même suffisamment de centres de santé, en matériel médical. On a aidé par moment à construire des écoles. On a aidé à construire même des édifices religieux. Tout ça, donc cette proximité-là, c'est un plus, c'est quelque chose pour mes parents qu'on peut comptabiliser. Et quand vous regardez, qu'est-ce qui reste encore à faire pour que vos parents soient totalement heureux? Ben, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire parce que là, on n'est même pas, on vient à peine de démarrer. On vient à peine de démarrer. Je veux voir une région dans laquelle les jeunes arrivent à travailler, les femmes arrivent à travailler, qu'on ait des centres de santé dignes de ce nom, pas des cases de santé, qu'on ait des écoles dignes de ce nom, avec des tables bancs correctes, acceptables, parce qu'on a l'habitude de voir. Donc nous sommes en train de changer cela, que mes parents aient de l'eau potable, et que tout ça, il faut qu'on change ça. Il faut qu'on change ça. Et qu'au moins, dans les sous-préfectures, qu'on arrive à avoir des marchés dignes de ce nom. Parce que tout part de là aussi. Au fil du temps, qu'on arrive à équiper tous les villages de marchés dignes de ce nom, de marchés modernes. Parce que quand on arrive, que l'aliment que les parents mangent, c'est à même le sol, il y a les mouches partout, problème d'hygiène. Donc tout ça, ce sont des préoccupations, ce sont des choses que nous devons régler. Donc on n'est qu'au début. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour que nous puissions apporter ce changement-là pour améliorer le quotidien de nos parents. Quel regard portez-vous, Monsieur le Président, sur le processus de réconciliation qui est en cours? Ben, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et je pense que le pouvoir en place je pense, les arguments nécessaires pour y arriver. Et nous comptons donc sur le président de la République pour que cette réconciliation-là soit totale, pour que les Ivoiriens, dans leur ensemble, puissent vivre en bonne intelligence et se préoccuper plutôt, être focalisés plutôt sur ce qui est important, c'est-à-dire le développement et le bonheur de chaque Ivoirien. Alors, les autorités l'avaient annoncé. Aujourd'hui, le processus d'indemnisation a commencé. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Vous pensez que ça peut booster donc la réconciliation? Indemniser les victimes et autres, c'est une très bonne chose. Mais je pense pour ma part qu'il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. Et comme je le disais tantôt, le président de la République certainement a cela dans son agenda. Ce n'est qu'une étape. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres étapes à franchir et nous lui faisons confiance pour que ces étapes-là aussi puissent être franchies pour qu'il y ait une réconciliation totale. Alors, comme dans beaucoup de régions de notre pays, hein, chez vous, dans la Guinée-Bissau, il y a aussi des autochtones, des allogènes, il y a eu beaucoup de problèmes. Que fait le président du conseil régional ou député pour que cette cohésion soit une réalité dans votre région? Écoutez, il y a toujours eu cohésion à notre niveau. Hein. Je le disais à certains de mes collaborateurs que nous, on a toujours travaillé dans ce sens-là. Même quand je n'étais pas encore élu, pour la première fois, j'étais venu en vacances, c'était en 2005. Quand je suis arrivé à la gare d'Aboville, j'ai mes jeunes frères musulmans qui sont venus, qui m'ont abordé, qui ont dit, mais grand frère, voilà, on a un d'un autre qui a été arrêté. Il y a eu une dame qui l'a accusé d'avoir volé ses affaires. C'est un chauffeur de taxi, un jeune chauffeur de taxi. Bon, vraiment, ils l'ont arrêté, il est au commissariat. Il faut nous aider. Au nom de Dieu, il n'a rien fait. Je dis, bon, d'accord. Comme vous prenez Dieu à témoin, je vous crois. Je vais au village, c'était un vendredi, je vais au village. Au retour, je suis allé au commissariat pour voir ce problème-là. Quand je les ai quittés, je suis allé au commissariat pour voir le commissaire. On a échangé. Il m'a dit, bon, écoute, quand il a tout expliqué, on va le déférer. C'est 250 000 francs. Tout ça, s'il ne paye pas, on va le déférer. Bon, moi, je lui ai dit, je n'ai pas assez d'argent. Je vais rentrer sur Abidjan. Tu m'envoies quelqu'un lundi. Je vais payer ça. Je lui remettrai 300 000 francs. Libère le jeune.
Après, on va voir ça. Mais c'est ce qui a été fait. Il a libéré le jeune. Le lundi, j'ai payé les 300 000 francs. Mais les parents, ça les a touchés. On a toujours vécu en bonne intelligence. Il faut qu'il y ait, dans tout ce processus-là, il faut qu'il y ait une justice sociale. Il ne faut pas qu'il y ait une justice pour X et une autre pour Y. Si la justice est pour tout le monde, les choses vont se faire de façon simple, sans qu'on force quoi que ce soit. Et en plus de cela, il faut que le développement soit partagé. Si le développement est partagé et que les Ivoiriens dans leur ensemble se sentent bien dans leur peau, mais la réconciliation va se faire. Parce que la réconciliation, la cohésion sociale, ça ne doit pas être un slogan. Voilà, ça doit être des actes concrets qu'on pose au quotidien pour le devenir des populations sans discrimination. Si cela est fait, que chaque Ivoirien se retrouve, je pense que les Ivoiriens, entre eux-mêmes, vont se réconcilier. On n'aura pas besoin d'envoyer des missions dans les localités pour gaspiller davantage l'argent des contribuables. Ça va se faire de façon systématique. Donc je pense que c'est mon point de vue là-dessus. Maintenant, d'autres personnes pourront penser autrement, mais je pense que c'est cela. Monsieur le Président, l'actualité nationale va être dominée dans les prochaines semaines. Les Ivoiriens vont se rendre aux urnes pour l'élection présidentielle. La date est connue, c'est le 25 octobre. Comment le président du conseil régional que vous êtes, le directeur régional de campagne du candidat Alassane Ouattara, vit ce moment-là? Ben merci, je vis ce moment comme tous les autres Ivoiriens. C'est une période assez importante pour tous les Ivoiriens. Je pense qu'il faut qu'on regarde seulement le développement, rien que le développement. Et qu'il n'y ait pas d'animosité quelconque, qu'il n'y ait pas de considération, qu'on n'essaie pas de se tirer dessus tout en tenant compte de nos appartenances religieuses, ethniques et autres, mais qu'on regarde la Côte d'Ivoire. C'est de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit. Parce que ces élections-là, c'est aussi ça. C'est la Côte d'Ivoire, c'est rien d'autre. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un individu. C'est la Côte d'Ivoire, qui est notre chère patrie. Oui. On dit que c'est la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens qui ont vécu 3 dernières élections présidentielles très difficiles se posent des questions. Quand on regarde les journaux, on voit un peu de surenchère. Faut-il craindre, penser qu'il pourrait y avoir de la violence ou on va vers des élections apaisées? Mais je sais pas pourquoi est-ce qu'on veut toujours, on imagine toujours le pire. Pourquoi est-ce qu'on veut que le pire nous arrive? Si nous-mêmes, on ne veut pas que le pire nous arrive. Pas le pire, on dit chat échaudé craint. Voilà, 95, trouble, 2000, oui, mais trouble, 2005, trouble. Donc, quand on regarde les journaux, on se pose des questions. Oui, mais arrêtez de regarder trop les journaux aussi. Je crois que ça va vous faire du bien. Parce que moi je ne regarde pas trop. Et tous les jours ne sont pas les mêmes. On a vu qu'il y a des gens qui appellent au boycott. Hein. Vous avez vu ça, je suis sûr. Oui, mais si vous appelez au boycott et que les Ivoiriens savent que ce n'est pas ça qui est important pour eux et qu'ils ne les suivent pas, est-ce qu'il va y avoir boycott? Est-ce qu'il va y avoir boycott? Pour une fois, au moins, regardons la Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, dans ma région, je ne veux plus que mes parents souffrent. Et il y a aussi des gens qui appellent à une transition. Bon, moi je ne sais pas, je ne suis pas à ce niveau-là. Peut-être qu'ils voient plus que nous autres. Bon, ça, je vous ai dit que chacun de nous est libre de penser ce qu'il veut penser, ou il a envie de penser. Les gens disent, moi j'ai aucune idée, franchement je ne sais pas. S'il va y avoir transition, s'il ne va pas y avoir transition, ce que moi je sais qu'il y a des élections le 25 octobre. Donc, je m'apprête par rapport à cela. Maintenant, s'il y a transition, bon, moi, je ne sais pas. Ceux qui ont dit ça, ils doivent avoir leur raison. Mais moi, je n'ai aucune idée. Mais mon souhait,
est qu'on aille aux élections et qu'on mette la nation ivoirienne au centre de tout ça. C'est ça le plus important. C'est notre patrimoine commun que nous devons protéger. On est fatigué, on est fatigué et on est fatigué. Les parents sont fatigués. Parce que quand ça chauffe là, nous on a l'argent pour prendre un avion et puis partir. Hein. Ce sont nos parents qui souffrent ici. Mais arrêtons ça. Arrêtons cela. Les parents ont des problèmes. Ce sont ces problèmes-là qui doivent être au centre de nos débats. Comment régler les problèmes de nos parents, c'est ça qui doit être au centre. Et vous, vous êtes le directeur régional de campagne, l'un des candidats, le président sortant, Alassane Ouattara. Tout à fait. Comment expliquez-vous ce choix? Bon, je ne sais pas s'il y a une explication particulière à donner, M. Bouaka Pascal. Moi, vous avez accepté d'être son directeur de campagne. Oui, pourquoi? Tout à fait. Tout à fait, j'ai accepté. J'ai accepté et c'est un choix que je fais et je l'assume. Je l'assume parce que je vous l'ai dit tantôt que quand le président Gbagbo était au pouvoir, mais je n'avais rien contre lui, c'était lui le président. Je l'ai suivi et je le dis de façon officielle devant la nation ivoirienne que je l'ai suivi. Aujourd'hui, je l'ai suivi pour une raison, le développement. Pour m'aider à faire le développement. Pour m'aider à résoudre les problèmes de mes parents. Voilà pourquoi est-ce que je l'ai suivi. Aujourd'hui, le président Alassane est là. Moi, j'ai des problèmes dans ma région. Problèmes de route, problèmes d'eau potable, problèmes de ceci, problèmes de cela. Et ce sont mes parents, mes pauvres parents qui subissent. Si on doit chiffrer ça, c'est en termes de plusieurs dizaines de milliards. Même si mes partenaires devraient venir m'aider, ça ne suffirait pas pour aider mes parents. Le président Alassane m'a tendu la main. Il m'a tendu la main. Jeune homme, viens. Accompagne-moi aux élections. Mais moi, j'ai posé mes conditions. Quelles sont les conditions que vous avez posées? Monsieur le Président, vous voulez que je vous accompagne? D'accord, ok. Mais moi, mes parents ont des problèmes. Ils ont besoin d'eau, ils ont besoin de route, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de cela. Est-ce que ça, c'est difficile? Ça, ce n'est pas difficile. Parce que si je refuse, ce serait pratiquer de la sorcellerie. Mes parents ont faim. Et le président vous a dit quoi? Il est prêt à vous donner tout ce que vous avez demandé. Donc vous avez conclu un deal avec lui. C'est un contrat de développement. Je l'accompagne, je prends le micro, je parle à mes parents. Aidez-moi. À vous aider. Nous, on a un produit. Notre produit, c'est notre électorat. Il y a quelqu'un qui vient, il a le prix pour acheter notre produit. Et dit, je vous paye ça. On dit, bon, le prix là, c'est le développement. On dit, si tu nous donnes ça, nous, on te donne notre électorat. C'est la loi du marché. Donc, le président a accepté de m'aider à aider mes parents. Ça, c'est pas la loi du marché, on parle de vote. Oui, mais non. Comprenez ce que je dis. C'est vote. Quand quelqu'un vous aide, il faut lui être reconnaissant. Nous, à notre niveau, là, est-ce qu'on a l'argent à lui donner? C'est notre électorat. C'est notre électorat. Ce n'est pas une question de regarder les idéologies et autres. Mais je veux du concret. Tu peux nous aider, aide-moi à aider mes parents. Mes parents souffrent. La route de Rubino, les travaux, choses. Mais c'est tout ça. Si on bitume pour donner à mes parents, jusqu'à Séchi, c'est l'occasion de le dire, puisque le président il va suivre l'émission. Il y a 12 km pour relier à Nomaba. Ils n'ont qu'à relier ça en même temps. Comme ça, les gens vont passer beaucoup chez moi, là. Mes femmes vont vendre Poyo, elles vont vendre ceci, elles vont vendre cela. C'est bon.
pour tout le monde. Mais c'est ça le développement. Le problème d'eau potable à Agboville, le président a accepté de régler ça pour nous. Donc on pourra traiter, mettre des stations pour traiter l'eau d'Agbo et donner de l'eau à tous les villages qui sont à 30 km de périmètre d'Agboville. Mais moi, ça m'arrange. J'ai dit, président, il faut me donner 10 km de bitume pour la commune d'Agboville. C'est accepté. C'est pas bon pour moi, mais je vous raconte Pascal. Dites-le moi. Si c'est pas bon, dites-le moi. Moi, je ne veux pas faire de commentaires. Bon, mais voilà. Mais c'est bon pour moi, c'est bon pour mes parents. Quand vous acceptez d'être le directeur de campagne de quelqu'un, ça veut dire que vous avez confiance en lui. Quel regard vous jetez sur le bilan des 4 années? C'est un bilan qui, pour vous, est satisfaisant? Écoutez, M. Bouraka Pascal, moi, je ne suis pas au niveau national. Dans le bilan au niveau national, je ne pense pas être la personne la mieux indiquée pour le faire. Ce qui m'importe, c'est chez moi. La région dont j'ai la charge, les préoccupations de mes parents. Vous limitez à votre petit Tout carré, à fait, mais c'est voilà. là-bas qu'on m'a donné chefferie. Vous voulez que je quitte là-bas pour aller ailleurs? C'est chez moi d'abord. On dit, avant d'aller dire les choses, à dire aux voisins. Vous êtes un élu national, vous êtes un Ivoirien, je pense Ça, que vous ça avez... c'est au niveau de voilà, l'Assemblée nationale. Vous regardez ce qui se passe dans le pays. Monsieur Bouraka Pascal, ça c'est au niveau de l'Assemblée nationale. On va voter les lois, on comprend l'action gouvernementale, tout ça là, ça c'est au niveau national. Mais là, je parle, vous avez dit que je suis le directeur régional de campagne. Je vous dis pourquoi. Et je dis, pour parler de réalisation, tout ça là, c'est bien, c'est pas bien, ce qui est sûr et certain, vous voyez tout ça. Maintenant, vous me posez la question alors que vous le savez très bien. Vous avez vu le pont qui est là, Henri Konabédié, vous avez vu les échangeurs partout, vous avez vu les autres ponts. Mais vous me posez la question. C'est quelque chose que vous-même vous savez. C'est votre avis, hein? C'est vous qui êtes l'invité de l'émission, Non, c'est votre avis que mais les Ivoiriens veulent mais ce entendre. qui est visible, je vais donner quel autre avis. Vous-même, vous le savez. Dites que c'est bien alors. Vous-même, vous le savez. Ben, est-ce que c'est bien? Vous, est-ce que c'est bien? C'est pas moi qui suis l'invité de l'émission. Monsieur Bouraka Pascal, moi, ce qui m'importe, j'ai des problèmes chez moi. Même quand tu arrives à Sikensi, il y a problème d'eau. Le président, il faut qu'il règle ça pour moi. Je dois relier Sikensi à Dabou. Il faut qu'il règle ça pour moi. Je dois donner de l'eau en Zianois. Je dois donner de l'eau à Saint-Grobo. Je dois donner de l'eau à Pakobo. Il y a plein de choses que je dois faire. Le président a accepté de m'aider à aider mes parents. Donc j'attends. Maintenant, tout ce qu'il m'a dit, si ce n'est pas fait, on va aviser. On va aviser. Mais pour l'heure, je pense que c'est un homme de parole. C'est un grand monsieur. Donc ce qu'il m'a dit, est comme il y a des prémices de tout ça. Je suis confiant. Je sais qu'il va le faire. Donc moi, j'irai faire un plaidoyer auprès de mes parents. Il faut qu'on lui traduise notre reconnaissance. Comme ça, quand il va être là pour 5 ans encore, il va nous donner davantage. C'est aussi simple que ça. M. Bouraka Pascal, je pense que c'est logique, non? C'est logique. Voilà. C'est logique, mais vous n'avez pas peur que ceux dont vous étiez proches hier disent, voilà, Martin nous a abandonnés. Mais ce n'est pas une question d'avoir peur. C'est une question de faire preuve de réalisme. Mes parents meurent de faim là-bas, ils souffrent, les voies sont coupées, et vous voulez que je me base sur des considérations comme ça, qui ne font pas avancer mes parents? Alors, je suis là pourquoi? Pour servir la cause des autres ou bien servir la cause de mes parents? C'est ce qui arrange mes parents qui est prioritaire. Pourvu que ça arrange mes parents, en tout cas, je suis d'accord et je suis partant. Martin Mbolo, jeune, né en 1964, député, président du conseil régional de l'Agnébik-Tiassa, aujourd'hui directeur de campagne. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous fait courir? Qu'est-ce qui vous fait courir comme ça? Mais vous n'avez pas vu ça jusque-là? Depuis que vous me posez les questions, vous n'avez pas encore vu ça. Mais c'est le développement. Que le développement? Que le développement. Mais je vais courir pourquoi? Je vais courir pourquoi? Si mes parents avaient tout,
J'allais dire que c'est quelque chose qui me fait courir. Mais mes parents ont soif de développement. C'est ça qui me fait courir, c'est rien d'autre. C'est rien d'autre, sinon je pouvais rester de l'autre côté, quand même le minimum, et puis tranquille. Mais mes parents et mes parents. Mes parents doivent sortir de leur souffrance. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui me fait faire des choix. Et c'est ça qui me fait courir. Rien d'autre. Le président de la République veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Quand vous regardez aujourd'hui le chemin parcouru, vous dites quoi? Voilà, nous sommes sur la voie. Vous êtes prêt donc à accompagner le président dans l'émergence de la Côte d'Ivoire, même si vous voulez vous limiter à Beauville? Oui, mais la région de la Guinée, ça fait partie de la Côte d'Ivoire, non? Si les autres régions, il y a émergence là-bas, dans ma région, il n'y en a pas. Oh, vous voyez qu'il y a problème là. Donc, chacun à son niveau doit soutenir cet effort-là à l'émergence, hein, pour que toute la Côte d'Ivoire émerge. Sinon, il y a un côté qui va sombrer et puis l'autre ne va pas chose. Donc voilà, chacun joue sa partition et je suis confiant. Et je pense que le président de la République a les capacités, voilà, pour le faire. Nous sommes sur la bonne voie. Est-ce que vous fixez un taux? On entend aujourd'hui dire qu'il faut que le président gagne largement au premier tour. Est-ce que vous lancez un défi personnel? Vous dites, voilà, moi, Martin Mbolo, directeur de campagne de l'Agnebi Tiassa, je vais tout faire. Vous fixez un taux, je vais amener mes parents à voter pour le président à telle hauteur. Mais moi, on dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Moi, je ne sais pas. Ce qui est sûr et certain, moi, je bats campagne pour lui. Et ce qui est sûr et certain, mes parents, là, ils comprennent. Et mes parents savent que je ne peux jamais les trahir. Ils le savent très bien. Et ils savent que les pas que je pose, c'est par rapport à quelque chose. Pour eux, pas pour moi, que je les pose. Donc, ils vont toujours me renouveler leur confiance. Et je pense que sur cette base-là, on fera ce qu'il y a lieu de faire pour le président. Martin Mbolo, nous arrivons au terme de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion pour les Ivoiriens, pour vos parents qui vous écoutent, sur les choix que vous avez opérés? Mais tout simplement que mes parents me fassent confiance. Ils m'ont mis là pour conduire leur destinée, pour leur apporter le développement, pour leur apporter le bien-être. C'est ce travail-là que je suis en train de faire. Qu'ils me fassent confiance. Je ne voudrais plus jamais, et c'est un rêve pour moi, je ne voudrais plus jamais que mes parents soient utilisés comme étant un bétail électoral. Et qu'on dise, oui, c'est mon fief. Que cette notion de fief-là, qu'on arrive à la bannir définitivement. Et que ce soit désormais les actes que les gouvernants posent, que ce soit sur cette base-là seulement qu'on les juge. Celui qui ne nous aide pas, il n'aura plus de fief dans notre région. Parce que nous, ce n'est pas de ça qu'il est question. Aide-nous, alors en ce moment, on sera en phase. Tu ne nous aides pas, on ne sera jamais en phase. Donc, il ne faut pas dormir et puis dire non, c'est mon fief. Même si je ne fais rien, là, c'est mon fief. Hein, ils vont toujours courir après moi. Ça, c'est terminé. C'est une Côte d'Ivoire nouvelle. Il y a un éveil de conscience, il y a une prise de conscience au niveau des populations. Les gouvernants n'ont qu'à se mettre au travail pour servir la cause de nos parents, parce que c'est pour ça que nous sommes tous des élus. Nous devons courir, ne courir que pour le bonheur de nos parents, ne courir que pour faire le développement de nos parents. Donc j'appelle tous les Ivoiriens à cette prise de conscience. Et que la Côte d'Ivoire a besoin de ça pour que nous puissions connaître le développement. Et que nos parents ne soient pas utilisés en vain. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Et merci à vous, Martin Mbolo, d'avoir répondu à mes questions. Mesdames, Messieurs,
Vous venez de suivre donc Parlons franchement. C'était Martin Mbolo, député d'Aboville sous-préfecture et président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. Merci d'avoir suivi cette émission. Bonsoir.